Pour ces moments qui, pour moi, sont précieux, uniques et fraternels. Et c'est l'occasion aussi de redire mon admiration à Marie-Josée et à Roland, qui sont les œuvriers de nos universités populaires. Et c'est avec eux que l'idée de partager de la façon la plus simple du monde les choses que les savants ont mis des années à comprendre et que quelquefois en une soirée, grâce à leur lumière, nous repartons éclairés pour un moment. Et sans doute, dans ces temps de bêtises inimaginables, comment aurait-on pu imaginer que la bêtise qu'on a vu gonfler, Roland comme moi et beaucoup de nos amis qui ont lancé constamment des alarmes et qui n'ont pas été entendues, même nous ne soupçonnions pas que les choses puissent arriver à ce stade. Et je pense que ce n'est pas terminé. Donc, c'est avec toi que la lumière s'est allumée. Quand tu as lancé l'appel des appels, j'ai compris que quelque chose d'important venait de se faire et que j'ai cherché à en savoir davantage. Et je t'ai demandé de m'aider à allumer cette maison. Vous l'avez fait de si belle façon que publiquement je voudrais vous en remercier ce soir avant que de nouveau vous nous éclairiez avec ces nouvelles pensées sur la servitude. Marie-Josée travaille avec Roland depuis longtemps, bien longtemps. Et c'est une véritable complice d'âme et de réflexion. Et Roland s'est mis avec une humilité absolue au service de ce partage. Merci. Je vais lire juste quelques lignes de cette fabrique de nos servitudes. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je pense que Roland va nous le dire par la suite. Ce qui revient à vivre sa vie est la vie dans toute l'ampleur du poétique. On peut mettre la grande distribution à genoux en mangeant sain et autrement. On peut renvoyer la Sarah et les compagnies pétrolières aux oubliettes en rompant avec le tout automobile. On peut endiguer les agences de l'eau, leurs prix exorbitants, en considérant la moindre goutte sans attendre comme une denrée précieuse à protéger partout, à utiliser comme on le ferait des dernières chiquetailles d'un trésor qui appartient à tous. On ne peut vaincre ni dépasser le prosaïque en demeurant dans la caverne du prosaïque. Il faut ouvrir en poétique, en décroissance et en sobriété. Rien de ces institutions si arrogantes et puissantes aujourd'hui, banques, firmes, transnationales, grandes surfaces, entrepreneurs de santé, téléphonie mobile, ne saurait ni ne pourrait y résister. Enfin, sur la question des salaires et de l'emploi, là aussi, il nous faut déterminer la haute nécessité. Le capitalisme contemporain réduit la part salariale à la mesure qu'il augmente sa production et ses profits. Le chômage est une conséquence directe de la diminution de son besoin de main-d'œuvre. Quand il délocalise, ce n'est pas dans la recherche d'une main-d'œuvre abondante, mais dans le souci d'un effondrement plus accéléré de la part salariale. Toute déflation salariale dégage des profits qui vont de suite
au grand jeu welto de la finance. Réclamer une augmentation de salaire conséquente n'est donc en rien illégitime. C'est le début d'une équité qui doit se faire mondiale. Quant à l'idée du plein emploi, elle nous a été clouée dans l'imaginaire par les nécessités du développement industriel et les épurations éthiques qui l'ont accompagné. Le travail, à l'origine, était inscrit dans un système symbolique et sacré d'ordre politique, culturel, personnel, qui en déterminait les ampleurs et le sens. Sous la régie capitaliste, il a perdu son sens créateur et sa vertu épanouissante à mesure qu'il devenait, au détriment de tout le reste, tout à la fois un simple emploi et l'unique colonne vertébrale de nos semaines et de nos jours. Le travail a achevé de perdre toute signifiance quand, devenu lui-même une simple marchandise, il s'est mis à n'ouvrir qu'à la consommation. Nous sommes maintenant au fond du gouffre. Voilà. Merci Roland de nous amener, après ce constat, sur des routes nouvelles qui pourraient peut-être nous rendre un peu d'espoir. Immédiatement, je passe à ma camarade. Merci à Richard de nous accueillir une fois de plus dans son théâtre et puis de ses paroles chaque fois qu'il nous transmet, qu'il nous fait chaud au cœur, on va dire. Merci à vous tous d'être là. Donc moi, alors d'abord, pour rendre à César ce qui appartient à César, ce texte, c'est tiré de Manifeste d'Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau, dont Roland s'inspire beaucoup pour ce dernier livre, avec bien d'autres auteurs, puisque un de ses défauts ou une de ses qualités, comme on voudra, c'est de beaucoup citer et de s'appuyer sur beaucoup d'auteurs enfin tous ces auteurs qui le font tellement réfléchir et vivifier, qui vivifient sa pensée. Donc voilà, pour ce texte, ce beau texte de Patrick Chamoiseau et Édouard Glissant. Alors moi, je vais rapidement présenter Roland. Vous connaissez tous, mais c'est juste pour mettre en perspective ce dernier ouvrage, donc La fabrique de nos servitudes, donc qui arrive après plus de 20 ouvrages, d'une vingtaine d'ouvrages, donc une grande production d'essais. L'écriture est pour lui extrêmement importante. Voilà, donc c'est quelque chose, il écrit, je dirais, tout le temps, quasiment. C'est une nécessité absolue. Alors, ces ouvrages, donc, bon, je ne vais pas tous les citer, surtout que si je dis un mot pour chacun, ben, ça risque de prendre beaucoup de temps. Donc, peut-être, je ne citerai pas les tout premiers, les œuvres de jeunesse, on va dire. Je citerai La preuve par la parole, d'abord, de 1996, qui est... Ah oui, j'ai oublié de dire que quand même, il est psychanalyste, comme vous le savez, et professeur honoraire de psychopathologie clinique de l'université d'Aix-Marseille. Donc, d'un seul coup, j'ai réalisé que j'avais oublié, en parlant de La preuve par la parole, de 1996, qui est un essai, un ouvrage d'épistémologie, mais plus particulièrement d'épistémologie psychanalytique, et donc d'ailleurs il est sous-titré sur la causalité en psychanalyse, donc la question de la causalité, et notamment en psychanalyse, en psychologie, où on a tendance à vite trouver des causalités qui sont à travailler, et on a vite fait de trouver vite les causes de nos malheurs, et justement je crois que Roland s'attelle à essayer de déplier ces causes de nos malheurs qui ne sont pas si simples à exhumer. Donc voilà, et les étudiants notamment de psychopatho s'appuient énormément sur cet ouvrage qui est quand même un ouvrage très important d'épistémologie psychanalytique, avec d'autres bien sûr. Après je citerai Logique des passions
les passions, c'est quelque chose que Roland a beaucoup travaillé. Donc c'est un essai de 2002. Ensuite, effectivement, Richard a dit qu'on travaillait ensemble. Effectivement, on travaille ensemble depuis plus de 30 ans maintenant. Ça fait pas mal. Et donc, on a publié des textes tous les deux dès 92. Et puis, en 2005, donc, cet ouvrage, La santé totalitaire, essai sur la médicalisation de l'existence, qui a été un tournant plus pour Roland. Moi, j'ai continué dans cette perspective-là. Mais pour Roland, ça a été un tournant. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc la santé totalitaire qui parle tellement en ce moment avec le Covid, ce qui s'est passé, toutes ces mesures plus ou moins extrêmes qui ont été prises, cet état d'exception qu'on a connu, donc quand même, mais après ça peut être mal compris, mais je vais pas en dire plus. Donc c'est 2005. Ensuite, je passe à 2008, encore un ouvrage ensemble, Exilés de l'intime, la médecine et la psychiatrie au service du nouvel ordre économique. Donc on poursuit un petit peu ce travail de la santé totalitaire. Donc cet ouvrage est sorti en poche, Les liens qui libèrent, la sortie en poche en 2020. Et comme cela est dit dans les titres, Roland, lorsqu'il est allé parler de ce qui était question dans ses ouvrages, eh bien, il a rencontré auprès de divers publics, que ce soit des orthophonistes, des éducateurs, au-delà du public, des psychologues, des psychanalystes, il a rencontré, ça parlait beaucoup aux gens, ce qu'il racontait, donc ça a dépassé largement le cadre de la psycho, et donc de fil en aiguille, eh bien, on en est arrivé à cet appel des appels fin 2008, début 2009, où on a quand même pris la mesure de ce qui était déjà dit dans ces livres, et puis par d'autres aussi, pas que par nous. Et donc, avec l'appel des appels, on a, d'ailleurs, il y a eu un ouvrage qui a été publié avec Roland, Barbara Cassin, Christian Laval, l'appel des appels pour une insurrection des consciences, pour voir un petit peu ce qui nous arrivait là, toutes ces réformes qui nous tombaient dessus et qui aboutissaient à une casse des métiers, ce qu'on dit maintenant de manière évidente, une casse des métiers, et ce dont il va nous parler avec cette question de la servitude, des chaînes du numérique notamment dans ce dernier ouvrage. Donc après, il y a eu De quoi la psychanalyse est-elle le nom ? Démocratie et psychanalyse. Après, il y a eu toute la série des livres Aux liens qui libèrent, donc La dignité de penser, La fabrique des imposteurs aussi, avec la question de l'évaluation et des impostures liées aux évaluations et aux grilles d'évaluation qui font que on ne fait plus notre métier, mais on obéit à des évaluations comptables, quantitatives, qui nous font perdre le sens de nos métiers. Ensuite, donc je ne les donne pas tous, L'individu ingouvernable, qui est un ouvrage important, et je ne peux pas rentrer dans le livre parce que c'est trop compliqué, et il faudrait du temps. Ensuite, Un monde sans esprit, la fabrique des terrorismes, en 2017. Le manifeste des ouvriers, avec Bernard Lubat et Charles Sylvestre. La nudité du pouvoir, comprendre le moment Macron, donc je ne rentre pas dans le détail non plus. Donc l'avant-dernier, Et si l'effondrement avait déjà eu lieu, donc voilà, c'est celui de l'étrange défaite de nos croyances, donc la manière dont ce qui nous est arrivé avec les épidémies, avec la catastrophe, tout cela était déjà, en quelque part avait déjà eu lieu, et il se basait donc sur l'article La crainte de l'effondrement de Winnicott. Et aujourd'hui, avec La fabrique de nos servitudes, donc j'ai dit finalement un ou deux mots, donc je vais lui laisser la parole, et ensuite on vous laissera la possibilité de lui poser des questions, et comme il a pour habitude de répondre très longuement, donc on va lui demander peut-être de faire 3/4 d'heure peut-être, et comme ça après vous pourrez poser des questions et il pourra prolonger
ce qu'il va nous dire là en 3/4 d'heure, il pourra largement le prolonger. Enfin bon, c'est lui qui a la maîtrise des choses, mais bon, on va essayer. Veut, hein. Oui, bien sûr. Mais bon, je le connais un peu, disons, on va dire. Bon, écoute, je te laisse la parole, je ne dis rien d'autre sur le livre parce que c'est à toi de le faire. Bien, eh bien, merci. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Encore merci d'être là pour ce moment d'échange fraternel. Et vous avez, je dirais, avec l'accueil de Richard, compris à la fois notre complicité et nos exigences aussi, bien sûr. Surtout dans ce moment où nous sommes face à un carnage que nous n'avions pas du tout, il faut bien le dire, anticipé, alors que d'une certaine manière, quand on lit un certain nombre de textes, comme je suis en train de le faire, on pouvait penser qu'il y avait en tout cas largement les germes, les ferments de ce carnage-là. Donc, merci Richard de ton accueil toujours si généreux que finalement il m'a même attribué un texte qui était d'Édouard Glissant, même si je me réfère beaucoup à Édouard Glissant. Merci à Marie-Josée qui non seulement me supporte depuis plus de 30 ans, mais a bien voulu présenter aussi mon travail. Et je dirais simplement peut-être 2-3 mots par rapport à ce que tu as dit. Le premier mot, c'est que c'est pas moi qui ai travaillé les passions, c'est pas vrai. C'est les passions qui me travaillent. Et elles me travaillent depuis longtemps, puisque mon patron de thèse, qui était Didier Anzieux, m'avait dit « Roland, les passions vous passionnent ». Donc il avait déjà tout à fait repéré, j'ose dire, ma pathologie. Et puis, oui, sur la fonction d'écriture, c'est vrai. Et là, c'est un point important. Pourquoi? Parce que finalement, comme beaucoup d'entre les psychanalystes et autres, voire même des critiques littéraires, je suis un écrivain raté, je suis un romancier raté. Bon, mon rêve, bien sûr, ça aurait été, bien sûr, d'être romancier, d'être écrivain, comme mon rêve aurait été, bien sûr, aussi d'être historien. Et puis, j'ai un peu écrit, j'ai écrit 2 thèses, j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages et autres. Et puis, je me suis retrouvé à l'université en responsabilité. Direction de laboratoire, direction d'équipe, etc. Et là, on m'a interdit d'écrire quasiment. On m'a interdit de penser, puisqu'on m'a demandé de publier, ce qui n'a strictement rien à voir avec l'écriture. Puisque 75 à 80% des publications scientifiques ne sont pas lues, pour une raison tout à fait, bien sûr, compréhensible, c'est que ça n'est pas fait une communication scientifique, un article scientifique pour être lu. D'abord, c'est chiant, il faut bien le dire. C'est fait pour être publié et pour augmenter son taux d'impact factor, son facteur H ou son facteur M. Donc, à un moment donné, j'ai été, comme nombre de mes amis, empêché d'écrire, ce qui, d'une certaine manière, est une façon d'être empêché de penser, puisque pour faire de la recherche, c'est répondre à des appels d'offres. Donc un chercheur n'est plus là aujourd'hui pour mener un projet de recherche dans sa propre temporalité, dans son propre régime, je dirais, épistémologique. Il est là pour répondre à des appels d'offres, de manière à publier des articles afin de répondre aux exigences, si vous voulez, d'un modèle purement entrepreneurial, finalement, de la recherche du chercheur, mais c'est aussi ce qui se produit, vous le savez, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du soin, dans le domaine du journalisme, dans le domaine de la culture, etc. Donc c'est un point important. C'est-à-dire que c'est au moment où j'ai pu me dégager de l'université, et j'ai d'ailleurs refusé d'être prolongé dans ce qu'on appelle le surnombre, surnuméraire, ce qui est quand même un truc abominable, quoi. Vous êtes professeur de classe exceptionnelle, puis d'un coup on vous dit bah, tu peux être prolongé en surnombre. Il ne faut pas être prolongé en surnombre. Et donc là, j'ai pu retrouver en quelque sorte le désir d'écrire, parce que pour moi, l'écriture est une fonction thérapeutique. Elle me soigne d'une certaine manière de mes pensées et des pensées du monde. Donc à ce moment-là, effectivement, j'ai pu arrêter d'écrire et j'ai retrouvé une maison d'édition tout à fait formidable qui s'appelle les éditions des Liens qui libèrent, dont le titre d'ailleurs, Éditions des Liens qui libèrent, a été trouvé par mon ami Bernard Maris, économiste, dont vous savez qu'il a été assassiné à Charlie Hebdo. Bon. Et là, j'ai pu effectivement écrire, et je remercie beaucoup d'ailleurs mes éditeurs de m'avoir permis d'écrire. Et ce dernier livre doit beaucoup à mon éditeur Henri Trubert, qui m'a accompagné. C'est très rare, vous savez maintenant. Moi, j'ai publié au Seuil, j'ai publié chez Albert Michel, j'ai publié au PUF, j'ai publié chez Flammarion, j'ai publié chez De Noël. Mais aujourd'hui,
Aujourd'hui, l'éditeur, c'est un imprimeur. C'est un imprimeur qui doit calculer, en fonction de ce que vous avez déjà vendu, s'il peut ou pas accepter votre manuscrit. Alors qu'il vous lise, ça relève déjà du miracle. Mais qu'il vous... C'est évident, hein, vous savez, c'est pas compliqué. Vous allez sur Datalib et vous avez les 100 premières ventes des ouvrages. Et à ce moment-là, un éditeur sait à peu près ce qu'il peut. Il peut d'ailleurs déterminer vos avances, ce qu'on appelle vos avances sur droit. Il peut les déterminer en fonction, si vous voulez, du nombre d'exemplaires que vous avez vendus. Et donc, les manuscrits, aujourd'hui, sont très rarement lus. Pas jamais, ça n'est pas vrai, mais très rarement lus par les éditeurs, puisque, en gros, c'est très important, c'est la même chose dans le domaine de la recherche. Puisqu'en gros, c'est ce qu'on appelle l'effet Mathieu, c'est-à-dire qu'on ne donne qu'à ceux qui ont déjà été pourvus. Et ça, c'est quelque chose d'absolument abominable, bien sûr. Et moi, alors j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai eu non seulement un éditeur qui m'avait lu, et qui est venu me chercher, mais j'ai eu un éditeur qui aimait ce que je faisais. C'est déjà très agréable. Si vous regardez le film que Xavier Gaillan a tourné, où il y a Richard, il y a Henri Trubert, etc., on sent qu'Henri Trubert, il m'a lu, il m'a compris. Des fois, il me comprend même beaucoup mieux que je ne me comprends moi-même. Hein, c'est quand même très important. Et là, dans le dernier, il m'a accompagné. Il m'a accompagné, il m'a censuré 150 pages. Alors, il me disait, tu cites trop. Je dis, enfin, Henri, moi, j'adore citer. Je vais vous dire un mot là-dessus. Pourquoi j'adore citer? Vous savez pourquoi? Parce qu'on est dans une putain de société qui ne reconnaît pas la dette. En dehors de la dette publique, on ne vous parle jamais de dette. Et donc chacun doit faire comme s'il s'était, en quelque sorte, fabriqué comme un champignon tout seul. Et moi, je dis, ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que, par exemple, sur cet ouvrage, je connaissais très peu Deleuze. Dans cet ouvrage, je dois beaucoup à Gilles Deleuze. Je connaissais un peu de Lissant, un peu Chamoiseau. Mais dans cet ouvrage, je dois beaucoup à Chamoiseau. Je crois que je connais assez bien Walter Benjamin. Mais dans cet ouvrage, je rends hommage à Walter Benjamin. Donc c'est-à-dire que je reconnais, ce n'est pas des autorités, j'en ai strictement rien à foutre à mon âge, bien sûr, de la reconnaissance, si vous voulez, universitaire ou autre. Mais je trouve que c'est important de dire, ben oui, c'est de là que cette pensée m'est venue, et je crois que j'ai fait un petit pas de plus. Je vous parle de ce petit pas de plus, mais je vous dis d'abord le chemin que j'ai fait. Et aujourd'hui, il ne faut surtout pas. C'est quasiment interdit. Alors, quand un éditeur comme Trubert accepte déjà que vous citiez beaucoup, c'est le miracle. Mais quand je lui ai dit, écoute Henri, moi j'ai un rêve. Ce rêve, il a déjà été fait par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui était Walter Benjamin. Walter Benjamin voulait écrire un livre qui ne soit constitué que de l'ensemble de citations. Le message est dans le montage, c'est-à-dire qu'en gros, il fallait accoler des citations, ce qui n'est pas idiot du tout. Et d'un point de vue littéraire, et d'un point de vue psychologique, c'est pas idiot du tout. Bien sûr, il n'a jamais fait ce livre, et Trubert m'a dit, là, je ne te publierai jamais. Alors, je vais vous parler de cet ouvrage, et vous dire peut-être simplement, par rapport à ce qu'a dit Richard, à ce qu'a dit Marie-Josée, qu'à la différence peut-être des derniers, et peut-être je n'aurais pas osé l'écrire en cette période aujourd'hui, c'est avec effectivement la guerre et le carnage, les génocides qui actuellement sont, je dirais, sur la scène de nos actualités. Mais sinon, dans celui-là, il y a un peu plus d'espoir que dans les autres. C'est-à-dire qu'il y a toute une première partie de l'ouvrage qui essaie de montrer comment aujourd'hui nous sommes les nouveaux esclaves dans la modernité. Je m'expliquerai, je ne vais pas le développer maintenant. Et je m'expliquerai d'ailleurs aussi avec l'historien et philosophe Achille Mbembe. Et dans le deuxième, j'essaie de dire comment nous pouvons quand même nous en sortir. Je ne sais pas si aujourd'hui, j'aurais eu le courage, l'audace de dire comment nous pouvons nous en sortir étant donné ce qui se produit. Alors, comme j'ai promis d'en rester 40-45 minutes, je vais quand même commencer par des citations, ne m'en voulez pas. La première, elle est de Bertolt Brecht, pour dire ce que c'est la servitude. Rien n'est pire que l'asservissement occulte, car si l'asservissement est manifeste, s'il est reconnu comme tel, il existe au moins une idée, un autre état, celui de la liberté. Mais si l'esclavage effectif est appelé par tous liberté,
la liberté n'est même plus pensable. Non seulement l'asservissement devient un état naturel, mais la liberté devient un état non naturel. Il faut lire les écrits politiques de Brecht, c'est absolument extraordinaire. Deuxième citation, non, on est trop au début. Deuxième citation, elle est de Jacques Lacan. Le prolétaire n'est pas seulement exploité, il est celui qui a été dépouillé de sa fonction de savoir. Je crois que Lacan, pour une fois, avait bien lu Marx, bien sûr. Aujourd'hui, dans l'ensemble, José a fait allusion, et Richard aussi, dans l'ensemble de nos métiers, nous sommes expropriés de nos métiers, c'est-à-dire nous sommes dépossédés du savoir et du savoir-faire qui nous constituent comme œuvriers, c'est-à-dire comme artisans, avec bien évidemment cette dimension singulière, artisanale et aussi de transmission, justement, qui est propre à chacun de nos métiers. Aujourd'hui, nous devons répondre, je l'ai dit, à des scores dans un langage sportivo-managérial, n'est-ce pas, qui sont des éléments purement abstraits, la T2A à l'hôpital, tarification à l'activité, l'impact factor avec des revues dites scientifiques, etc. Le taux d'audience, si tu n'avais pas fait un peu le plein ce soir, peut-être que finalement tu aurais eu un peu plus de problèmes pour obtenir des budgets de la culture et autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes transformés, si vous voulez, nous sommes comment dire, presque un agent de production d'actes protocolisés, fragmentés, standardisés. Et donc, c'est là où se joue une espèce de violence technocratique qui nous dépossède, si vous voulez, qui nous dépossède de notre métier. Or, quand nous produisons, Marx disait, quand nous ne produisons pas seulement des objets ou des services, nous nous produisons en produisant. Et en nous produisons un type d'humanité. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que, aujourd'hui, si vous voulez, la violence technocratique, elle opère déjà sur les scènes professionnelles, et sur les scènes professionnelles, nous n'accomplissons pas que des gestes professionnels, nous acquérons ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelle des habitus. Bon, qui paraît compliqué, qui est très simple. Les habitus, c'est quoi? C'est une disposition à penser ou à agir d'une certaine façon. C'est, si vous voulez, une habitude pour penser le monde, soi-même et les autres, d'une certaine façon. C'est des habitudes pour agir. Or, quand nous agissons sur nos scènes professionnelles aujourd'hui, eh bien, nous acquérons, si vous voulez, ces habitus. Et c'est un point extrêmement important, puisque l'habitus, ce n'est pas seulement, en quelque sorte, une structure sociale, l'habitus, c'est aussi une structure mentale. C'est-à-dire que la manière, si vous voulez, dont nous travaillons, nous l'incorporons, nous l'intériorisons, et ça devient des structures cognitives, des structures symboliques, pour pouvoir penser le monde, penser l'autre, et nous penser nous-mêmes. Donc, si, sur ces scènes professionnelles, vous vous trouvez dans la position du charlot des temps modernes, vous savez, lorsqu'il est en train de visser, n'est-ce pas, de visser des pièces métalliques sur une chaîne automatique de production. Ce geste n'est pas simplement un geste, encore une fois, de production de pièces métalliques. Ce geste devient un habitus, et si vous vous souvenez, quand il sort dans la rue, il visse les tétons des femmes, et il passe ensuite lui-même dans la machine, dont il devient le rouage. Vous avez là, dans cette scène des temps modernes, la plus belle illustration de ce que constitue l'aliénation, de ce que constitue justement la fabrique de servitude. Donc aujourd'hui, si vous avez, n'est-ce pas, des gens qui ne font plus de la recherche, mais qui répondent à des appels d'offres, dans un mode de pensée entrepreneurial en quelque sorte, qui va souvent jusqu'à l'exploitation de ses semblables ou les tricheries et les impostures. J'ai été 7 ans expert au ministère de la Recherche, j'ai été 15 ans élu au Conseil national des universités, dont j'ai été vice-président et président de ma section. Je peux vous dire que j'ai vu les stratégies que, en quelque sorte, mes collègues étaient obligés d'employer pour que leur dossier passe. Ce n'est pas qu'ils étaient fondamentalement pervers, psychopathes, n'est-ce pas, si vous voulez, ou imposteurs, c'est qu'ils avaient acquis d'une certaine manière les stratégies qu'ils devaient mettre en œuvre pour pouvoir répondre aux nouvelles exigences d'une pseudo-évaluation, d'une néo-évaluation. Je pense d'ailleurs que
ma vidéo sur la fabrique des imposteurs est le grand succès de ma vie. Je pense que je ne dépasserai jamais ce chiffre. Je fais mieux que Zemmour quasiment. J'ai 1,5 million de vues. C'est pas parce que c'est génial ce que je raconte, c'est parce que ça répond, si vous voulez, ça répond en quelque sorte à quelque chose qui est que nous savons tous qu'aujourd'hui, nous avons en quelque sorte altéré le concept de valeur en le transformant en quantité convertissable en langage de machine, c'est-à-dire en langage, si vous voulez, en langage monétaire. La valeur, aujourd'hui, en quelque sorte, fait que c'est comme si la qualité de quelque chose n'était plus que la propriété émergente de la quantité. Et donc, l'évaluation, si vous voulez, des laboratoires de recherche, l'évaluation des équipes de recherche, l'évaluation des chercheurs, par exemple, que je connais bien, ça passe par là. C'est combien il a de publications, dans quelle revue et à quel taux d'impact factor. Et là, on décode complètement. Et vous avez quelqu'un ici qui l'a remarqué et qui l'a dit haut et fort au moment de l'épidémie de Covid, c'est notre ami Bruno Canard, qui est directeur de recherche en virologie et qui explique que le pouvoir ne comprend, celui-là, mais le précédent, c'était pas mieux, hein. François Clair, là-dessus, surtout en matière de santé, c'était pire. Enfin, c'est un problème. Marisol Touraine, nous lui devons de ne pas avoir eu de masque. Bon, on pourra en reparler si vous voulez. Bon, ça, vous ne le mettrez pas quand même. Bon. Non, parce qu'elle peut me faire un procès. Bon, allez, on peut le mettre, allez, bon, je m'en fous, j'ai de bons avocats. Donc, tu l'as dit un peu partout. Je l'ai dit. Bon. Mais, donc, pour en revenir à Bruno Canard. Bruno Canard, quand l'histoire du Covid éclate, il fait une lettre en disant « J'ai pleuré pendant des années pour avoir quelques centaines de milliers d'euros pour l'achat de microscopes électroniques. On me les a refusés. La Covid arrive, c'est la trouille, le carnet de chèques est sorti et on me propose des millions d'euros. » Mais on ne travaille pas comme ça. La temporalité de la recherche n'est pas la même chose que la temporalité de la science, qui n'est pas la même chose que la temporalité de l'action politique. Vous voyez ? Donc, je n'ai pas encore commencé mon topo, mais vous avez compris que ce qui se passe dans le milieu du travail n'est pas simplement, et d'autant plus aujourd'hui où s'effacent les frontières entre le professionnel et le privé, n'est-ce pas ? Et ce qu'on va vous présenter comme une émancipation et qui est peut-être une nouvelle forme de servitude et d'aliénation, j'y reviendrai. Hein, voyez, et donc, ces gestes, ces manières de penser, vous les incorporez, et ensuite, vous le faites dans votre famille, vous le faites avec vos amis, vous le faites dans la relation amoureuse, vous allez sur les sites rencontres, et vous vous présentez comme un entretien d'embauche, avec un profil bio-algorithmique, si j'ose dire. Donc, c'est cela qu'il faut comprendre. Alors, je vais juste vous donner une autre citation, et ensuite je vous présente très rapidement quelques points de mon bouquin, mais sans les développer, c'est promis, comme ça vous poserez des questions. C'est Ken Loach, réalisateur de génie, qui a écrit un texte formidable qui s'appelle « Défier le récit des puissants ». Ken Loach écrit, avec le temps, ça a été de plus en plus contrôlé. Plus les années ont passé, plus le format de ce qui marchait en termes d'audience s'est développé et rigidifié. Tout s'est bureaucratisé, hiérarchisé, et comme dans toute industrie, la pression sur la production s'est fortement intensifiée. La tendance est à la réduction des équipes et à la multiplication des managers qui, pour justifier leur position, se doivent d'intervenir dans tous les domaines, du scénario au casting. Dans les années 1960, ils ne vous disaient pas quels acteurs vous deviez engager. Aujourd'hui, l'équipe de comédiens doit être approuvée par les représentants des maisons de production. Donc, vous voyez, ce qu'il nous dit là, eh bien, dites-vous bien que ça a lieu à l'hôpital, ça a lieu à l'université, ça a lieu dans les lycées, ça a lieu dans les salles de rédaction, ça a lieu partout. C'est-à-dire que nous avons, en quelque sorte, nous souffrons d'une infobésité produite par la bureaucratie, la technocratie, qui nous ont confisqué, si vous voulez, la liberté et l'autonomie. Alors l'autonomie, encore une fois, ce n'est pas une autarcie, c'est l'autonomie en lien avec nos propres critères éthiques et méthodologiques
devrait. Alors j'ai beaucoup attaqué dans ce livre Jean-Michel Blanquer, je vous cache pas que je le déteste, c'est clair, et j'ai un petit peu... Ça on peut le mettre, mais non, parce que c'est le pire, à mon avis, c'est vraiment le pire. On n'a jamais fait pire que lui. Je vais vous expliquer pourquoi en 2 mots. Bon. Mais c'est la même chose avec Véran, bon, que j'aime mieux, hein, bon, disons qu'il est plus malin. Allez. Véran, par exemple, aujourd'hui, vous savez qu'on a initié une convergence des psychologues en lutte. Pourquoi? Parce qu'il fait croire aux Français qu'il va rembourser les soins psychologiques. Sauf que lorsque vous étudiez ces arrêtés, décrets, etc., c'est se foutre de la gueule du monde. D'abord, ça concerne 0,5% à peu près de la population. Hein. Deuxièmement, il dit que ça doit être subordonné à une prescription médicale, comme si les médecins généralistes, alors qu'on a du mal à les trouver, hein, je peux vous le dire, même quand on connaît beaucoup de patrons de médecine, on a du mal à trouver un médecin généraliste, voire un médecin de famille. Bon. Mais donc le médecin est subordonné à une prescription médicale, et c'est valable pour des troubles légers. Ce qui ne veut rien dire en psychiatrie, troubles légers. Parce que vous recevez quelqu'un qui a quelques petits troubles obsessionnels comme ça, et puis au bout de plusieurs séances, il se révèle complètement schizophrène, psychotique. Par contre, vous avez une grande hystérie qui arrive avec plein de symptômes, et vous êtes dans le champ de la névrose. Et il n'y a vraiment rien de dramatique. Donc, déjà, en termes d'épistémologie, en termes de consistance théorique, épistémologique, parler de troubles légers, etc., enfin, ce qu'a écrit Véran, c'est nul. C'est nul. Bon. En plus, ensuite, c'est 8 séances remboursées. Mais 8 séances remboursées, ça veut dire quoi? Eh bien, je vais vous dire, c'est très simple. Ça veut dire qu'on prend les gens pour des couillons, ça veut dire que c'est la poudre aux yeux, parce que vous ne pouvez pas savoir, là encore, la temporalité nécessaire à la prise en charge de souffrances psychologiques ou sociales. Et dire cela de manière, n'est-ce pas, c'est aussi une façon de protocoliser le travail du psychologue pour le déposséder de son acte. Pour le déposséder de son acte. C'est là où vous avez l'aliénation, n'est-ce pas? Alors bon, je vous passe tous les détails, mais c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est en train d'essaimer un peu partout, cette manière de penser, n'est-ce pas, qui est terrifiante. Pourquoi? Alors je viens à mon livre, je n'avais pas commencé. Hein, pourquoi? Parce que, si vous voulez, on est dans la société du spectacle. Alors on fait croire que par exemple on va rembourser les soins psychiques. Bon, encore une fois, ça n'est pas vrai. 8 séances, de toute façon, c'est déjà une sélection que le pouvoir fait à l'intérieur du mode de pensée du praticien. Ce qui est inacceptable. Hein, ce qui est totalement inacceptable. Mais c'est très important parce que cet inacceptable, il est la généralisation d'une manière de penser le travail aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on modifie les conditions formelles de production des actes de telle manière que ça impacte la substance même de l'acte. Donc c'est plus pareil. C'est plus la même psychothérapie. C'est plus, si vous voulez, le même soin. C'est plus, par exemple, le même cours. À partir du moment, par exemple, n'est-ce pas, où vous dites que les épreuves terminales sont aujourd'hui non plus un examen, mais la note obtenue sur la moyenne de l'année qui varie selon un établissement, vous changez, en changeant, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en changeant les conditions, vous changez la substance. Ça va? C'est clair? C'est un point qui est très important. Alors dites-vous bien que vous l'avez partout, ça. Alors, il y a un problème majeur. Le problème, il est très simple. 30% des postes de PH, de praticiens hospitaliers et de psychiatrie, ne sont pas pourvus. C'est-à-dire que la psychiatrie, n'est-ce pas, fait fuir, si vous voulez, les étudiants en médecine. Bon. La logique gestionnaire et comptable, si vous voulez, de l'organisation des soins à l'hôpital font qu'il y a des files d'attente énormes de plusieurs mois, quasiment d'une année, pour... Alors, vous comprenez que selon l'état du patient, si j'ose dire, en souffrance, attendre des mois ou des années, c'est quand même un risque considérable. Donc on sait, moi j'ai été ici, si vous voulez, chargé de mission au moment du ministère Mattei, par la commission Berland, j'étais nommé par mon président pour répondre en 2003 à la question. 40% des psychiatres et des pédopsychiatres partiront à la retraite d'ici 2012. Par quoi peut-on les remplacer?
Donc la réponse était très simple, par des psychologues, par des infirmiers ou par des médecins généralistes. Donc on savait déjà, en quelque sorte, et ça l'a fait que ça a aggravé. 2003, c'était avant Sarkozy. Après Sarkozy, c'est le drame, hein, je vous le dis tout de suite. Prenez Sarkozy, Hollande, Macron, etc., c'est le drame. C'est-à-dire qu'on casse complètement la santé, on casse complètement l'université, on casse complètement l'éducation. Et donc, à partir de ce moment-là, il va falloir répondre, n'est-ce pas, au mécontentement possible des populations, à savoir que les files d'attente s'allongent et que donc, si vous voulez, comment faire? Alors l'idée, elle est très simple chez Véran, et elle est assez significative, assez pathognomonique de la pensée Macron dont Marie-Josée a parlé, donc que j'ai essayé d'analyser dans le livre sur la nullité du pouvoir. C'est très simple, il faut externaliser. De toute façon, l'idéologie politique Macron, qui est lui consistant, qui est un homme consistant, des gens consistants, il a compris, ce qu'il veut, c'est casser les services publics et les remplacer par une hybridation, si vous voulez, public-privé. Et donc introduire à l'intérieur, si vous voulez, des services publics, un foyer de pensée entrepreneuriale. Je suis clair. Donc, externaliser, ça veut dire qu'il faut que les patients s'adressent ailleurs, d'où la stratégie de remboursement. Sauf que, si vous voulez, cette stratégie de remboursement, eh bien, elle s'accompagne d'une taylorisation, elle s'accompagne d'une fragmentation limitée à 8 séances, etc. Pourquoi? C'est le système du tourniquet, comme aux urgences d'ailleurs. Vous savez que les urgences sont devenues, comme dans pas mal de services hospitaliers, n'est-ce pas, les patients passent. Il n'y a plus de médecins en ville, donc ils vont aux urgences. Et à ce moment-là, ils restent quelque temps et puis ils ressortent, ou ils vont dans un service et ils ressortent. C'est le système du tourniquet. Et donc le système du tourniquet est très simple. On va faire entrer les gens en leur faisant croire qu'ils vont être pris en charge pour la première fois grâce, n'est-ce pas, à Véran, par des psychologues, et donc ils ne vont pas s'accumuler dans la file d'attente. Bon, alors je vous parle de mon bouquin parce que je n'ai pas encore commencé. Alors, si vous voulez, ma thèse est relativement simple. Les nouveaux modes, justement, de mise en esclavage, aujourd'hui, des citoyens du monde, pour aller vite, passent par, vous l'avez compris, l'évaluation, la procédure, la standardisation, la protocolisation, etc., et qui va se trouver amplifié considérablement par les nouvelles technologies, par le numérique. Vous mettez le doigt dans le numérique, c'est fini. Vous y passez votre corps et toute votre vie, et votre famille avec vous. Alors, il faut bien entendre, je ne suis pas technophobe. Le numérique, c'est formidable. Les nouvelles technologies, c'est formidable. C'est pas ça le problème. C'est l'utilisation perverse qui est faite d'un point de vue social, qui fait que le numérique n'est pas ce qui nous sert, mais devient le vecteur de ce qui nous amène à servir une certaine logique, qui est la logique, effectivement, néolibérale dont nous avons parlé. Donc, si vous voulez, et ça c'est très important, on en parlera sûrement dans le débat, parce que là, il y a une violence, si vous voulez, sur l'humain. C'est-à-dire que l'humain doit se convertir en profil numérique. Et, si vous voulez, c'est un point qui est extrêmement important, parce que cette violence technocratique, elle est pour moi, elle appartient pour moi au même foyer de penser le monde, au même foyer éthique que les guerres dont nous apercevons aujourd'hui les effets ravageurs. Je ne dis pas, de la même manière que je ne dirai jamais que les nouveaux esclaves que nous sommes, je vais vous donner une citation, ne vous inquiétez pas, qui sera beaucoup plus claire que ce que je raconte, les nouveaux esclaves que nous sommes sont comparables aux esclaves qui étaient dans les plantations de coton et qui étaient mutilés lorsqu'ils s'échappaient, qui étaient torturés, qui étaient transformés complètement en choses. Encore une fois, comparaison n'est pas raison. Je vous dis simplement qu'il y a une analogie de structure qui consiste à penser que l'humain peut être transformé en instrument. C'est-à-dire ce qu'on appelle une rationalité instrumentale. Et c'est d'ailleurs ce qui aujourd'hui pourrit la pensée des Lumières, qui amène nombre de personnes à rejeter les Lumières, parce que les Lumières, qui en appelaient à la raison, souvenez-vous, Kant, 1784, qu'est-ce que les Lumières, sortent de l'état de minorité dans lequel tu te complais toi-même, ne te fie qu'à ta raison critique et à ta loi morale. À ta raison critique. Mais aujourd'hui, la raison critique, c'est dégradée
Elle s'est dégénérée en rationalité purement instrumentale, voire en rationalité ce que j'appelle pratico-formelle, c'est-à-dire la pensée du droit, la pensée des affaires. Or, la raison n'est pas que ça, bien sûr. Alors, pour avancer, je regarde moi je vais parce que je m'inquiète. Non, j'ai un peu de temps encore. Donc, pour aller très vite, si vous voulez, aujourd'hui, justement, nous sommes pilotés par des chiffres. En oubliant d'ailleurs que, comme le disait Alfred Soviet, qui n'était pas un gauchiste, hein, c'était plutôt un homme de droite, Alfred Soviet, qui disait, n'est-ce pas, que les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent par avouer ce qu'on veut leur faire dire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, 100 000 cas par jour de contamination, c'est pas grave. Il y a quelque temps, 42 000, c'est une catastrophe. Bon, peu importe, c'est pas de problème. En gros, la manière de piloter avec les chiffres, c'est une façon de dire, cet objectif, ferme ta gueule. C'est objectif, ce qui n'est pas vrai. Les mathématiciens, et on a un certain nombre des appels, pour vous dire que c'est totalement faux et c'est notre problème. Donc, si vous voulez, le numérique, notre humanité devient numérique. L'humanité est ce qu'elle mange. Qu'est-ce qu'elle mange aujourd'hui? Elle mange du numérique. Donc elle fabrique ses habitus avec du numérique. Ce qui ne poserait pas problème, je vais y venir, ce qui ne poserait pas problème si elle mangeait par ailleurs de la poésie, si elle mangeait par ailleurs du théâtre, si elle mangeait par ailleurs de la littérature, si elle mangeait par ailleurs de la philosophie, si elle mangeait par ailleurs de l'histoire. Mais c'est ce que justement Blanquer est en train de détruire. C'est bien pour ça que je lui en veux énormément, vous l'avez compris. Bon. Et donc, le point majeur, il est là. C'est-à-dire qu'avec justement cette numérisation du monde qui s'accouple parfaitement à la financiarisation de l'économie, c'est un point très important, eh bien nous sommes en train de nous transformer en ce que Achille Mbembe appelle, je le cite, le devenir nègre du monde. Je le cite, pour la première fois dans l'histoire humaine, le nom nègre ne renvoie plus seulement à la condition faite aux gens d'origine africaine à l'époque du premier capitalisme. C'est cette fongibilité nouvelle, cette solubilité, son institutionnalisation en tant que nouvelle norme d'existence et sa généralisation à l'ensemble de la planète que nous appelons le devenir nègre du monde. Voilà, c'est ça. Vous voyez ce que j'appelle servitude, prolétarisation, etc. C'est ça. Alors, là encore, vous l'avez bien compris, tout cela provient d'un malentendu que nous a légué sans testament le XIXe siècle. C'est cette idée que le développement des sciences et le développement des techniques nous libérerait et permettrait une émancipation de l'humain. Il y a, n'est-ce pas, un slogan en 1933 à l'exposition universelle de Chicago qui dit justement que la science trouve, l'industrie applique et l'homme s'adapte. Et vous avez là, en gros, ce qui va devenir, bien sûr, ce mirage, considérant que les progrès sont, en quelque sorte, consubstantiels, n'est-ce pas, les progrès moraux et les progrès sociaux sont consubstantiels aux progrès techniques. Alors que dans ce slogan même, vous avez le module même de l'aliénation, le module de ce qui va devenir, le vecteur de ce qui va devenir le taylorisme, l'organisation scientifique du travail. Taylor est un criminel. Et je pense que la révolution bolchevique a échoué parce que Lénine disait que c'était un génie de l'humanité. Quand Lénine a dit une telle connerie, c'était foutu de toute façon. Taylor est un criminel d'assimilation puisqu'il est celui qui va déposséder, en quelque sorte, si vous voulez, l'ouvrier, de son acte, de son œuvre. A contrario, par exemple, tout le courant avec William Morris, qui va très bien montrer au contraire qu'on peut à la fois faire du beau travail, du bon travail, et gagner largement sa vie. Mais, en gros, parce que le travail doit quelque part demeurer branché à l'artiste. En gros, le travail, c'est l'artisan et l'artiste. Bon, c'est tout le courant. Je ne vais pas le développer ici parce que je sais que j'ai déjà pris un peu de temps. Bon. Alors, pour aller très très vite, vous voyez, le problème majeur, il est là. Et j'aime beaucoup cette phrase de George Orwell qui dit « Quand on me parle de progrès, je demande toujours s'il me rend plus humain ou moins humain. » Parce que le mirage était là. Le mirage, c'est ça, c'est cette idée, je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'est cette idée que finalement,
nous allons nous développer au niveau de notre conscience morale, de notre conscience sociale, si vous voulez, de notre conscience d'être humain, en acquérant davantage de savoir, en acquérant davantage de technique, en acquérant davantage de capacité de production. Or, le productivisme, on voit bien aujourd'hui ce qu'il constitue. Et il faut bien voir que la crise écologique n'est que la part émergée d'une crise anthropologique majeure. C'est-à-dire, comment voulez-vous qu'on traite mieux la planète qu'on ne traite les humains, qu'on ne se traite soi-même? Donc il y a là quelque chose qui fait une connaturalité, pourrait-on dire, entre la crise écologique et la crise sociale. Alors, pourquoi, venons-en donc rapidement, si vous voulez, à Blanquer. Blanquer, il est dans cette idée que finalement l'élève est un logiciel, l'élève est un logiciel d'apprentissage. Et que ce logiciel d'apprentissage, n'est-ce pas, il est inscrit quelque part dans la structure neuronale. Et c'est la raison pour laquelle il nomme Stanislas Dehaene à la tête du Conseil scientifique de l'éducation nationale, Stanislas Dehaene étant professeur de psychologie cognitive et de neurosciences au Collège de France. Bon. Alors, il faut bien voir que là, il naturalise quelque chose, je ne sais pas si je suis clair. Et c'est très intéressant parce que, par exemple, bien sûr, à contrario de votre serviteur, qui adore Pierre Bourdieu, vous l'avez compris, Blanquer déteste Bourdieu. Il parle des bourdieuseries. Pourquoi? Parce que Bourdieu interroge sur les conditions sociales de production des savoirs et de production des méthodes. Alors Bourdieu va, vous le savez, par exemple, parler du capital symbolique qui explique les inégalités scolaires qui se déduisent en quelque sorte des inégalités sociales. Blanquer et Stanislas Dehaene font l'inverse. Ils disent en gros, les inégalités sociales ne sont que la résultante des inégalités scolaires imputables aux mauvaises méthodes des professeurs. Donc il faut que les professeurs et les instituteurs soient en quelque sorte convertis aux neurosciences, n'est-ce pas, et qu'ils soient guidés, là c'est le modèle de Taylor, qu'ils soient guidés par des experts, ces experts bien sûr, disant, écoutez les émissions de Stanislas Dehaene sur France Culture, disant aux millions d'employés ce qu'ils doivent faire. Donc en gros, les instituteurs et les profs ne savent pas ce que c'est faire leur métier, il faut qu'ils soient enseignés par des gens qui n'ont jamais vu les élèves, puisqu'ils ont même oublié leur propre enfance. C'est un problème. Bon. Vous voyez? Et là, on a quelque chose d'extrêmement important. C'est pour ça qu'il y a un chapitre qui s'appelle n'est-ce pas, tous en ligne et alignés. Ça veut dire qu'en quelque sorte, là encore, n'est-ce pas, le modèle pédagogique, c'est pas en quelque sorte, c'est pas l'école freinée. C'est pas utiliser le désir de savoir de l'enfant et sa curiosité pour finalement l'amener à acquérir des savoirs, acquérir des méthodes. C'est tout l'inverse. C'est en quelque sorte décomposer les savoirs en modèles de compétences et choisir les modèles de compétences que les logiciels d'apprentissage que sont les profs élèves doivent en quelque sorte, si vous voulez, acquérir. Je vous passe les détails, il y a 2-3 chapitres là-dessus, c'est trop long pour vous en parler. Ce modèle-là, il a échoué avec quelqu'un de bien plus sympathique que Jean-Michel Blanquer, n'est-ce pas? C'est le docteur Itard avec le sauvage de l'Aveyron, qui a essayé d'apprendre à Victor, le sauvage de l'Aveyron, à parler et qui n'y est jamais arrivé. Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'on ne parlait que par un besoin que par le besoin d'acquérir, n'est-ce pas, quelque chose pour répondre à ses nécessités vitales. Et donc en gros, je dirais presque qu'il amenait à vouloir dire le mot pour pouvoir obtenir la chose. Vous voyez? Bon, il n'y est pas arrivé, bien sûr. Les seuls phonèmes que va prononcer Victor, c'est Dli, et on se demande d'où vient Dli, et là, c'est le scoop. Dli, ça vient du prénom Julie, qui était la fille de Madame Guérin qui s'occupait de lui. C'est-à-dire qu'on parle par le désir, on parle par l'amour, et on ne parle pas par besoin technique. Il y a une confusion complète, si vous voulez, entre l'information et la révélation, c'est-à-dire la fonction symbolique du langage. Alors là, je vais passer sur tout le premier chapitre, n'est-ce pas? C'est qu'en gros, aujourd'hui, justement, on vous informe, mais on ne vous permet pas de parler. Vous êtes informé jusqu'à l'infobésité, ce qui fait que de toute façon, vous avez une somme d'informations considérable sans avoir le temps même de pouvoir les digérer et les hiérarchiser, mais on ne vous permet pas de parler.
Et l'information, et ça c'est tout le début de mon ouvrage, l'information, c'est justement le vecteur même de ce que Deleuze appelle les sociétés de contrôle. J'aimerais bien vous donner au moins une citation de Deleuze, voilà, qui dit mieux que moi, encore une fois, ce que je vous dis. À un premier sens, la communication est la transmission et la propagation d'une information. Or, une information, c'est quoi? Ce n'est pas très compliqué, tout le monde le sait. Une information est un ensemble de mots d'ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. En d'autres termes, informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. Les déclarations de police sont appelées à juste titre des communiqués, ce qui revient à dire que l'information est exactement le système du contrôle. Alors, je ne vais pas vous développer, mais en gros, ce que Deleuze montre, et moi après lui, c'est qu'en gros, c'est aujourd'hui, par, je dirais, la diffusion et l'amplification, justement, d'une société de l'information, qui est aussi couplée avec la société du spectacle, ben ça on en parlera, que finalement se met en place une société du contrôle, c'est-à-dire le moyen par lequel on place les humains sur ce que Deleuze appelle les autoroutes des servitudes. D'où mon titre sur les servitudes. Alors, une fois qu'on a dit ça, je vais faire très vite, une fois qu'on a dit ça, il faut bien voir que ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui est altéré, ce qui est atteint, ce qui est mutilé, ce qui est dévasté, ce qui est ruiné, c'est la fonction symbolique du langage, telle que par exemple la poésie nous la restitue. Telle que la poésie nous la restitue. Ou telle que la philosophie, d'une certaine manière, s'y astreint. Et c'est bien pourquoi, d'ailleurs, ce sont les bêtes noires de l'abominable Blanquer, vous l'avez compris. C'est cela qui est extrêmement important. Il faut diminuer l'importance de la philosophie, il faut diminuer l'importance de la littérature, il faut diminuer l'importance des sciences humaines et sociales, etc. Or, c'est justement cela qui nous rend humains. C'est cela qui prend, en quelque sorte, soin de cette vulnérabilité de l'homme par laquelle il s'humanise. C'est ce point-là qui est très important, réduisant justement la parole à une pure fonction d'information. Alors, comme je n'ai pas le temps de vous en parler, je vous dis juste deux éléments, on en parlera peut-être dans le débat. Le premier, ça vous explique pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de pouvoir politique, en France et d'une manière générale dans les démocraties occidentales, parce que la parole est en quelque sorte ce par quoi s'invente la démocratie. C'est un point très important, n'est-ce pas? La démocratie, c'est un gouvernement par la parole, c'est d'abord ça. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez, la démocratie fait que la bonne décision pour la cité n'est pas inscrite dans les textes religieux, dans les textes sacrés, elle n'est pas inscrite dans la mémoire des ancêtres et par la décision des chefs. La bonne décision pour la cité, elle est un aval du débat démocratique et forcément contradictoire. Donc on se parle, on argumente, on se confronte sans s'exterminer, et c'est là où naît ce que Claude Lefort appelle l'invention de la démocratie. Voyez, c'est ce point qui est extrêmement important. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de démocratie. D'abord, les sondages d'opinion suffisent. Les résultats des élections ne sont que les sessions de rattrapage des sondages d'opinion. Et il n'y a pas véritablement débat politique et démocratique. Ne parlons pas de la période, c'est la pire. Parce que, de toute façon, ça a basculé, ça a été converti en société du spectacle, en sorte de catch verbal. Et ça n'est pas ça, le débat démocratique. Alors, qu'est-ce qu'on met en place? Comme, encore une fois, nous n'avons pas forcément des gouvernants totalement idiots, même s'ils sont machiavéliques, eh bien, nous avons, il y a un chapitre là-dessus, ce que j'appelle la démocratie des nudges, la démocratie des coups de coude. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est pas compliqué. Le nudge, vous le savez, c'est le coup de trompe que la mère éléphanto donne aux petits éléphants quand ils écartent de bon chemin, sauf que nos gouvernants n'ont pas forcément la bonne conscience et les bonnes intentions à notre égard qu'a la mère éléphant à l'égard de l'éléphanto. C'est-à-dire que de la même manière qu'on va placer, si vous voulez, dans des grandes surfaces, les produits d'une certaine manière pour vous amener à acheter librement ce dont vous n'avez pas besoin, eh bien, de la même manière, on va gérer le Covid. La crise du Covid a été gérée, n'est-ce pas, par des nudges, c'est connu. Le nudge, qu'est-ce que c'est aussi? Je vous donne juste cet exemple, et puis je passe à autre chose. Le nudge, c'est par exemple la mouche noire au fond des urinoirs. Eh bien, ça diminue de 80% les éclaboussures d'urine. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, on a trouvé que, en gros, on laisse les gens, on ne dit pas tu vas pisser uniquement dans l'urinoir.
Ça, c'est le système autoritaire. On va mettre quelque chose qui va l'amener à uriner sur la mouche noire parce que c'est une stratégie d'économie comportementale. Et bien aujourd'hui, vous êtes gouverné, que vous le sachiez ou pas, comme les pisseurs avec des urinoirs, c'est-à-dire qu'on vous met des mouches noires qui vous amènent à choisir librement ce que d'autres ont déjà décidé pour vous. Et par exemple, la déclaration fiscale en ligne est basée sur le nudge. Bon, voilà, je vous passe les détails, on n'a vraiment pas le temps, mais je peux vous dire que nous sommes en France, typiquement, dans cette démocratie des coups de coude. Alors, si j'avais le temps, mais je sais que je ne l'ai pas, j'essaierai de vous montrer ce que produit, en quelque sorte, ce que produit, si vous voulez, ce que j'appelle avec d'autres le technofascisme, c'est-à-dire, n'est-ce pas, la réduction de l'humain à ses pures fonctions d'utilité. Eh bien, c'est le Corbusier. Alors, à Marseille, on connaît la maison du Fada, mais on connaît moins la proximité du Corbusier avec, si vous voulez, le milieu fasciste et le milieu vichysois, et on connaît moins, parce qu'il a été assez malin, il ne s'est pas fait attraper, mais surtout, on connaît moins bien que sa conception, justement, instrumentale de l'humain allait tout à fait dans cette idée de fabriquer une race forte, pure, utile, etc. Et je voudrais juste vous donner, j'espère le trouver rapidement, je voudrais juste vous donner une citation de Guy Debord, celui qui a inventé le concept de la société du spectacle. Il faut que je trouve ça. Hein. Et ensuite, promis, je passe à la deuxième partie rapidement. Bon. Oui. Merci. Comme c'est important, je voudrais... Bon, je ne vais pas le trouver, c'est bien dommage. Je cherche. Bon, allez, je cherche. 10 secondes. Ah, voilà. Merci. Tu as eu raison de l'incitation. Donc, il écrit, Guy Debord, « Dans cette époque de plus en plus placée sous le signe de la répression, il y a un homme particulièrement répugnant, nettement plus flic que la moyenne. Il construit des cellules unités d'habitation, il construit des ghettos à la verticale, des morgues pour un temps qu'elle a bien l'usage, il construit des églises. Voilà bien le programme, la vie définitivement partagée à un îlot fermé, en société surveillée, la fin des chances d'insurrection et de rencontre, la résignation automatique. » Donc, encore une fois, quel que soit le talent de Le Corbusier sur un plan architectural, il faut simplement comprendre l'épistémée de son architecture et de sa politique urbaniste. Et il définit d'ailleurs la ville comme étant la machine pour faire des affaires, n'est-ce pas, l'habitation comme la machine à habiter, le siège comme la machine à s'asseoir, etc. Tout est fait en termes mécaniques. C'est simplement ça que je voulais vous montrer. Alors, bon, j'ai pas le temps de développer, mais disons que Le Corbusier serait très heureux si en plus aujourd'hui, il n'avait pas besoin, si vous voulez, de machines matérielles, mais qu'on lui fournisse, n'est-ce pas, les moyens de ce qui devient d'ailleurs la cyborg ville, les villes intelligentes, Smart City, etc. C'est-à-dire, n'est-ce pas, par une espèce d'algèbre formelle que permet les algorithmes de gérer l'ensemble des moyens de vivre d'une population. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une interconnexion des objets, je n'ai pas le temps de développer, mais j'ai participé à plusieurs émissions, vous pouvez le trouver sur le net. En gros, si vous voulez, tout est mis en place pour que, si vous êtes, n'est-ce pas, dans les embouteillages, votre voiture indique à votre machine à café qu'elle ne doit se déclencher qu'une demi-heure plus tard parce qu'on a pu estimer qu'il y avait une demi-heure de bouchon par rapport à l'heure prévue d'arrivée. Waze, c'est typiquement l'exemple, si vous voulez, où les logarithmes vous facilitent les choses. Mais ça facilite la vie, entendez bien ce que je veux dire. Nous, on s'en sert de Waze. C'est pas ça le problème quand on en a besoin. C'est pas ça. Mais c'est de comprendre à partir du moment où Waze devient comment dire, ce que Foucault appellerait le savoir négatif inconscient, c'est-à-dire la grammaire des discours et la grammaire des pratiques qui organisent l'ensemble de votre vie. Et là, il n'y a plus d'imprévu. Donc il n'y a plus de découverte. Et je me réfère beaucoup à un ouvrage dans le livre de Zaliatine qui s'appelle « Nous autres ». Nous autres, c'était justement cette idée, n'est-ce pas, de mécaniser complètement la vie humaine en la faisant diriger par des machines. Et ça anticipe, c'est avant
c'est avant 1984, vous voyez, mais ça anticipe déjà ce que nous vivons. Alors, dernière partie. Alors, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Je crois que, je vais vous dire la chose simplement pour qu'on puisse parler, je prends juste 5 minutes. En gros, on ne va pas casser tout ça, on ne va pas casser la technique. D'abord, on en a bien besoin, c'est pas ça. On ne va pas, si vous voulez, démanteler le numérique, etc. C'est pas ça. La question n'est pas là. La question est que nous sommes là face à une espèce de religion monothéiste où s'accouplent à la fois les exigences des lois du marché, d'une économie financiarisée, et les moyens que fournissent les nouvelles technologies. Et donc, là, il y a quelque chose qui fait que nous risquons plus que jamais de nous trouver réduits à la portion congrue de l'humanité, c'est-à-dire sa part la plus animale, puisque déjà le philosophe Georges Canguilhem, qui était un médecin résistant, un grand philosophe, etc., mais qui n'était pas de gauche, qui était plutôt même à droite, pour aller vite, n'est-ce pas? Canguilhem disait « Une société de la norme comme ça est une société qui évolue vers le modèle de société animale, où chaque élément de l'espèce est un segment de production qui peut être permutable avec les autres. » C'est très concret, ça se passe. De mon temps, comme disait Vieux Couillon comme moi, de mon temps, on tenait compte des relations que pouvait avoir un enfant un peu caractériel, avec son éducateur. Aujourd'hui, on permute les éducateurs comme si c'était des pions et comme s'ils étaient interchangeables. C'est pareil pour les soignants. Donc on efface cette substance relationnelle dont je vous parle. Et là, encore une fois, je n'ai pas le temps, mais on pourra en parler dans le débat, il faut bien voir que cette transformation, si vous voulez, en algèbre formelle de l'ensemble de nos éléments de vie, ne vont pas toucher tout le monde. Ne vont pas toucher tout le monde. C'est-à-dire que, aux populations défavorisées, il y aura la médecine numérisée, les e-consultations, les e-médecine, c'est déjà le cas. Déjà le cas, vous pouvez l'avoir déjà en Inde ou dans certains pays, etc., des phénomènes de reconnaissance faciale qui servent à la fois aux flics pour savoir, n'est-ce pas, pour l'identification des individus, mais qui permettent également aux médecins de santé publique de pouvoir, n'est-ce pas, pronostiquer une rétinopathie, une maladie de la rétine. Donc déjà, en gros, vous avez des start-up également qui se mettent en place pour les consultations médicales. Vous voyez, Doctolib n'est que le début d'une longue chaîne, c'est-à-dire que vous allez avoir aujourd'hui, comme l'imagerie médicale fait que, par exemple, la reconnaissance va permettre la détection de 90% de mélanome, cancer de la peau, là où 95%, là où, par exemple, les dermatologues vont avoir 78% pour aller vite, ben, on va remplacer le dermato par, n'est-ce pas? Donc déjà, ce modèle-là, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que, en gros, ça veut dire que pour les pauvres, les machines, pour les riches, la relation. Parce que, bien évidemment, il y aura toujours une part de la population qui échappera à la damnation, si vous voulez, de cette disparition de la relation clinique ou de la relation pédagogique, puisque de toute façon, il va y avoir des machines intelligentes, et en gros, ce que vise, alors là, peut-être que je vais quand même vous lire ça, parce que c'est vraiment extraordinaire, ce que vise Blanquer, c'est, je vous jure que c'est vrai, c'est une lettre d'un prof. Il n'a pas publié dans l'Humanité, il n'a pas publié dans Libération, à contrario de moi, il a publié dans le Figaro. Bien qu'il m'est arrivé de publier aussi dans le Figaro où j'ai été interviewé. Mais bon. Dans le Figaro, il envoie une lettre. C'est un homme, un prof de philo, et il est totalement scandalisé. Pourquoi? Parce qu'on lui a demandé d'aller sur le serveur Santorin pour corriger ses copies de philo. C'est de télécharger les copies de philo, n'est-ce pas, et non pas de les avoir. Ça a fait des économies, etc. Bon, ça ne tient pas compte des bugs, parce qu'il y a eu des bugs aussi avec Santorin, c'est un problème. Et alors Michel Bouton, qui se prend de philo, qui n'est pas du tout, encore une fois, ni un marxiste, ni un trotskiste, bon, ni même un socialiste, bon, il écrit « Il devient ainsi manifeste que la numérisation des copies, loin de constituer un simple outil au service de ceux qui l'utilisent, représente au contraire la mise en œuvre d'une idéologie de la standardisation des pratiques, de contrôle et de téléguidage. C'est tout un processus technocratique de mécanisation gestionnaire centralisée et de déshumanisation qui, ici, étape après étape, insidieusement se met en place. Autant traiter tout de suite les professeurs comme des machines. » Il a tout compris. Son analyse est très juste, elle est fausse sur un point. Autant traiter les
professeur comme des machines, c'est déjà fait. Et donc, je n'ai pas le temps de développer, mais dans l'ouvrage, il y a d'autres exemples. Alors, encore une fois, c'est là pourquoi je me tourne vers Achille Mbembe, Patrick Chamoiseau, Édouard Glissant, etc. Pourquoi je me tourne vers les poètes, pourquoi je me tourne vers les philosophes, Benjamin et autres. Bon, parce que c'est de là où vient notre salut. Il ne s'agit pas encore une fois de casser la technique, il ne s'agit pas encore une fois de casser la rationalité mathématique, c'est pas ça. Il s'agit de restituer un sensible qui nous a été soustrait par les exigences normatives de ces techniques et de cette manière de voir le monde. Alors je me réfère notamment à une conférence d'Édouard Glissant, la dernière avant sa mort, qui s'intitule, que je trouve extraordinaire, « Rien n'est vrai avec un grand V, tout est vivant ». Rien n'est vrai, tout est vivant. Et donc, si vous voulez, c'est cela que je prône par l'utopie, c'est-à-dire le chant, le conte, si vous voulez, la danse, etc. Et je dis, ce sont de nouvelles formes de marronnage. Donc, si vous avez bien voulu me suivre jusqu'à maintenant, à savoir que nous sommes les nouveaux esclaves des plantations algorithmiques, si j'ose dire, tenues par d'abominables usuriers au niveau mondial, hein, ils n'iront jamais sur le champ de bataille, mais ils enverront les autres, bien sûr, eh bien, vous comprendrez qu'il nous faut marronner. Qu'est-ce que c'est le marronnage? Le marronnage, c'est en quelque sorte lorsque les esclaves s'échappaient des plantations négrières et se regroupaient en communauté où, bien évidemment, ils allaient voler, ils allaient piller, etc. Et lorsqu'ils étaient pris, ils étaient mutilés, tués, pendus, torturés, enfin, vous imaginez. Bon. Et donc, il nous faut trouver des moyens de fuir la langue de l'utilité à laquelle nous contraint et nous invite le pouvoir, par justement des moyens de marronnage symbolique. Et c'est mon ami Patrick Chamoiseau, poète en chef, qui le raconte, lorsque dans son livre, il dit « Le conte, la danse, le chant, c'était du marronnage ». Puisque c'est devant le maître qui ne comprenait pas ce qui se passait, il dansait, il chantait, il racontait des histoires, et il retrouvait l'humanité dont ils avaient été dépossédés par les négriers. Et c'est comme ça que Édouard Glissant va dire, par exemple, que le jazz est une musique créole, non pas parce qu'il a été inventé par des musiciens noirs, mais parce qu'il restitue dans l'ensemble de ses mélodies les traces enfouies dans le limon des bateaux négriers des histoires que les esclaves avaient perdues. Comme vous le savez, les bateaux négriers évitaient de mettre ensemble des gens qui parlaient la même langue ou qui appartenaient, si vous voulez, à la même tribu. Et donc, en quelque sorte, être esclave, c'est être en quelque sorte privé de ses liens. La liberté, c'est le lien. Il n'y a que les imbéciles qui pensent qu'ils sont libres à partir du moment où ils font ce qu'ils veulent. Bon, on pourrait en revenir là-dessus parce qu'il y a eu pas mal de conneries, justement, qu'on peut dire sur ce point. Or, le propre de la liberté, c'est le lien. Et le propre de la servitude, c'est d'être coupé de ces liens. Hannah Arendt dit « La liberté requiert la présence d'autrui ». Donc c'est par les liens avec les autres, c'est par les liens, en quelque sorte, la liberté. Ah ben voilà. Elle pensait que je parlais de toi. Bon. Vous voyez, alors je finis. Liberté, je te promets 3 minutes. Donc en quelque sorte, si vous voulez, il nous faut retrouver ce marronnage symbolique. Donc c'est ça, il nous faut retrouver la capacité de chanter, de danser, de raconter. Il nous faut retrouver les possibilités de la parole qui nous permettent de nouer des liens. Et c'est par les liens que nous pourrons nouer entre nous que nous reviendrons libres. Alors, je ne vais pas vous en parler, mais dans l'ouvrage, j'essaie aussi de montrer que contrairement à ce que pense M. Blanquer, n'est-ce pas, contrairement à ce qu'il pense, eh bien, non seulement rien n'est vrai, tout est vivant, non seulement il nous faut passer de la connaissance du vrai à la poétique du vivant, mais encore, la vraie science n'est pas celle de M. Stanislas Dehaene, la vraie science, elle est celle de Einstein, elle est celle de Niels Bohr, elle est celle de Heisenberg, elle est celle de Schrödinger, elle est celle de ceux qui nous ont dit que justement, l'évidence était le vide formulaire du monde. Elle est celle de ceux qui nous ont dit justement
que le monde est stable, incertain, chaotique, et qu'on ne peut absolument pas le prévoir, et que toute science qui se prévaut de la prédiction est une science pauvre, limitée, une science héritée du XVIIIe et XIXe siècle. Et ça, c'est un point important. Je n'ai pas le temps d'en parler, je suis désolé, mais quand, avant sa mort, Einstein, qui pourtant n'aimait pas la physique quantique, comme vous le savez, parce qu'il voulait absolument que Dieu ne joue pas au dé, alors que les autres lui avaient prouvé que Dieu jouait au dé. Eh bien, Einstein dit, du point de vue du physicien que je suis, la différence entre passé, présent et futur est une pure illusion. Lorsque vous avez quelqu'un comme Einstein, n'est-ce pas, qui dit ça, et vous savez qu'il a fait exploser le concept primaire de temps, le concept primaire d'espace. Si les physiciens parlent de l'espace-temps n'a rien à voir avec le temps, rien à voir avec l'espace. C'est un autre concept. Eh bien justement, si vous voulez, si quelqu'un comme Einstein dit ça, il nous restitue, et ça nous parle aussi, il nous restitue dans quel monde nous vivons. Nous vivons en gros quand Planck découvre, n'est-ce pas, la granularité de la matière. Ça veut dire que nous marchons sur du vide. C'est-à-dire qu'il y a des molécules, mais qu'il y a aussi du vide entre ces molécules. Lorsque finalement vous découvrez un certain nombre de... Découvrir que le temps n'existe pas, par exemple. Découvrir que le temps n'existe pas. Que le temps dépend bien sûr du référentiel. Et que tout ce qu'on peut mesurer, c'est la durée. Et que c'est la vieille expérience, n'est-ce pas, qui fait que si vous envoyez quelqu'un de Langevin, si vous envoyez, si vous prenez deux jumeaux, un reste sur Terre, l'autre part dans l'espace, lorsqu'ils reviennent, il y a une différence d'âge entre les deux. Et c'est prouvé actuellement physiologiquement, non pas en année, mais c'est prouvé avec justement les cosmonautes. Hein. Il y a la durée n'est pas la même. Le temps passe moins vite en plaine qu'à la montagne. Notre tête, si j'ose dire, n'est-ce pas, elle passe plus vite que nos pieds au niveau du temps. Donc si vous voulez, je ne vais pas le développer, mais je reprends ces découvertes pour essayer de montrer que l'idée d'une causalité, et c'est vrai, moi, je l'ai rappelé, il y a 30 ans, je travaillais déjà sur la causalité, l'idée d'une causalité est une absurdité. On ne peut pas établir des causes. On peut établir des facteurs favorisants, on peut établir des surdéterminations, etc., des probabilités, mais on ne peut pas établir des causes. Pensez comme pense Blanquer, ou comme pensent, entre guillemets, ceux que l'on dit des scientifiques aujourd'hui qui devraient guider le pouvoir et qui ne font que s'y soumettre pour des raisons intéressées, vous vous en doutez, n'est-ce pas? Eh bien, c'est nous amener vraiment dans le gouffre. Alors je termine, allez, promis, je termine avec une citation d'Edward Glissant. La mondialisation économique, elle nous fait entrer dans des régions où, premièrement, l'uniformisation des sensibilités est totale, où l'exploitation des peuples faibles est totale, où les guerres sont considérées comme des moyens légitimes de mener des opérations de police. Hein, il a dit ça en l'entretien du monde, ça doit être de 2003 ou 2010. Bon. Hein, où les guerres sont considérées comme des moyens légitimes de mener des opérations de police. Cela n'est pas une région du monde, c'est la continuation pure et simple des anciens phénomènes de colonisation et d'impérialisme. C'est ce que nous subissons et c'est ce qui est imposé au peuple aujourd'hui meurtri. Je vous remercie. Merci.